Au cours des derniers jours, la Russie a frappé l'Ukraine avec force. 2 attaques massives de drones en autant de jours ont laissé des parties d'encours de l'Ukraine en flammes et ont causé des problèmes dans les villes et les infrastructures du pays. La Russie intensifie ses frappes de drones, devenant trop audacieuse. L'Ukraine a rappelé à la Russie qu'elle maîtrise encore mieux que les forces de Vladimir Poutine l'utilisation d'armes de précision létales à longue portée face aux drones russes. Mais cette fois, l'Ukraine n'a pas envoyé de drones. L'Ukraine a lancé le missile Flamingo sur la Russie lors d'une frappe de représailles massive. Cette frappe intervient à la suite de 2 attaques aériennes russes. Dans la nuit du 11 novembre, la Russie a envoyé 119 drones de différents types en Ukraine, rapporte RBC Ukraine. La Russie visait plusieurs régions contestées, Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv et Odessa. Les drones auraient été lancés soit depuis le territoire russe, soit depuis la péninsule de Crimée annexée illégalement, ajoute le média. Les défenses aériennes ukrainiennes n'ont pas repoussé les drones aussi efficacement qu'espéré. À 9h30 le 11 novembre, 53 drones, Shahed et Gerand russes, avaient été abattus. Cela représentait moins de la moitié du nombre envoyé par la Russie. Donc 59 autres drones ont atterri dans 18 endroits différents du pays. RBC Ukraine avait peu d'informations sur l'ampleur des dégâts causés par ces drones, mais a ajouté un message glaçant. La frappe était toujours en cours, et au 12 novembre, la Russie avait officiellement doublé la mise avec une attaque dévastatrice. À cette date, RBC Ukraine a rapporté que la Russie avait mené une frappe de suivi, lançant cette fois 138 Shahid Gabera et d'autres types de drones. Ces drones étaient accompagnés d'un missile balistique Iskander-M, la Russie et la Crimée étant à nouveau les points de lancement. Les défenses aériennes ukrainiennes ont été plus efficaces cette fois, abattant 102 des 138 drones. Cela a tout de même laissé 36 drones qui ont réussi à frapper 10 sites au cours de la nuit. La majeure partie de l'attaque s'est concentrée sur la région sud de l'Ukraine, selon le média, où se trouvent des infrastructures essentielles, en particulier dans la région d'Odessa. Des ateliers de réparation, des bâtiments administratifs et des infrastructures critiques ont été endommagés. La Russie augmente ainsi ses frappes de drones, ce qui n'est pas un cas isolé. Cela fait partie d'un schéma dans lequel la Russie a lancé plus de drones contre l'Ukraine en 2025 que durant toute autre année de la guerre. Depuis octobre, John Loff de Chatham House indique que la majorité des frappes aériennes russes visent les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Vladimir Poutine cherche à plonger les villes adverses dans l'obscurité à l'approche de l'hiver. John Loft a publié un article le 10 novembre signalant 9 attaques russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis début octobre. Les frappes des 11 et 12 novembre portent probablement ce nombre à 11. Poutine tente de faire pression, explique John Loft, avançant lentement sur le champ de bataille. La Russie intensifie ses attaques pour gagner la guerre avant l'hiver, ciblant l'énergie ukrainienne et aggravant les difficultés de la population, selon John Loff. Son espoir, c'est que cette pression psychologique conduira à un effondrement du soutien populaire à la poursuite de la guerre. Octobre a sans doute été difficile pour le secteur énergétique ukrainien. Mais la réalité, c'est que Poutine a compté sur les drones comme l'une des principales armes de la Russie tout au long de 2025. Le 4 novembre, Medza a annoncé que la Russie avait lancé 44 000 drones Shahid contre l'Ukraine durant les 10 premiers mois de l'année. Cela équivaut à 4 400 drones par mois en moyenne, avec une augmentation des lancements mensuels en seconde partie d'année, après un début plus calme. La Russie a lancé 303% de drones, en plus contre l'Ukraine en 2025, en 2024... Cela montre que le pays a accéléré la production de drones et exploite pleinement sa capacité à submerger les défenses aériennes ukrainiennes. Les frappes des 11 et 12 novembre illustrent une nouvelle fois la Russie pilonnant l'Ukraine avec ses drones Shahed. L'Ukraine allait forcément réagir à cette attaque. Chancelante mais invaincue, l'Ukraine est sortie du double coup porté par la Russie, prête à renvoyer un coup décisif en direction de Poutine. Pas le temps de soigner les blessures ou choisir des cibles. L'Ukraine a choisi de réagir rapidement et efficacement avec l'arme idéale, le Flamand Rose. Cette arme est un croisement entre un drone et un missile de croisière. Cela donne à l'Ukraine une puissance de frappe à longue portée inédite pendant la guerre. L'Institut international d'études stratégiques affirme que le Flamingo aurait une portée d'environ 3000 km, soit à peu près 1860 miles. C'est largement suffisant pour que l'Ukraine puisse frapper presque n'importe quelle infrastructure essentielle en Russie, y compris la capitale du pays, Moscou.
lorsque le Flamingo atteint sa cible. Il libère jusqu'à 1150 kg de puissance explosive cocoticante, ce qui suffit à raser des bâtiments renforcés. Et il est certainement capable de causer de graves dégâts à l'infrastructure pétrolière russe que l'Ukraine vise intensément depuis plusieurs mois. Ukrainien Informe précise que le drone missile hybride ukrainien, fabriqué sur place, peut atteindre 900 km/h, soit environ 560 mph. Ces spécifications rendent ce missile aussi dangereux, voire plus, que les Tomahawk qu'on disait destinés à l'Ukraine. L'absence de ces missiles a sans doute fait croire à Poutine que l'Ukraine ne pourrait pas répondre aux attaques russes sur les infrastructures énergétiques. Le flamant rose s'est envolé, prouvant que le président russe avait tort. Le 13 novembre, le Kiev Post et d'autres médias ont rapporté une frappe de représailles ukrainiennes dévastatrices menée dans la nuit du 12 au 13 novembre. Au début, la ville russe d'Oriol semblait être la cible principale. Le Post rapporte que des photos de la chaîne Telegram Nikolaevskaï Varney confirment de façon énigmatique qu'Oriol a été touché par des missiles Flamingo. L'aigle dans les marais n'a pas dormi non plus cette nuit-là. Il essayait de repousser nos missiles Flamingo avec un message très intéressant, a indiqué la chaîne. En plus de partager des photos de ce qui semblait être des missiles Flamingo en cours de préparation pour le lancement, il n'est pas certain du succès de ces missiles lors de l'attaque contre Oriol. Le Kiev Post rapporte que les défenses russes ont tenté d'intercepter la salve de missiles Flamingo sur Oriol, peut-être avec succès. Les défenses aériennes ont tenté d'intercepter, réussissant des frappes suffisamment puissantes pour envoyer de gros fragments de quelque chose enflammé à travers le ciel nocturne. Des débris se sont écrasés dans des cours résidentielles, près des immeubles. Qu'en pensez-vous? L'affirmation courante de la Russie selon laquelle les débris des drones des missiles ukrainiens ont causé des dégâts peut en fait être vraie dans ce cas. Abattre un ou deux flamants roses n'était pas une grande frappe de représailles. Mais il y avait bien plus. Peu après les premiers rapports sur l'incident de l'Oriol, l'état-major ukrainien a fait une annonce choc sur Telegram. Cette ville russe était loin d'être la seule que l'Ukraine a visée dans la nuit du 12 au 13 novembre. Selon l'état-major général, cet incident s'inscrivait dans une frappe plus large visant de nombreuses installations logistiques et militaires en Russie continentale et dans les zones ukrainiennes occupées par les forces russes, dans le but de réduire le potentiel militaire, économique et offensif de l'agresseur russe. Dans la nuit du 13 novembre, les forces de défense de l'Ukraine ont frappé de nombreux objectifs en Russie et dans les territoires ukrainiens temporairement occupés. L'état-major général l'a rapporté sur Telegram. Il a également expliqué l'une des raisons de cette frappe, en plus de confirmer que le flamant rose faisait partie des nombreuses armes ukrainiennes à avoir pris leur envol lors de l'attaque contre la Russie. L'état-major général annonce que les forces de défense ukrainiennes continuent de détruire systématiquement les infrastructures soutenant l'armée d'occupation russe. Des drones d'attaque, des drones à réaction et divers types de missiles sont utilisés pour des frappes complexes. La nuit dernière, plusieurs armes à longue portée, dont les flamands, roses, bars et liuchi, ont été lancées. L'Oriol n'était que la surface du problème. Les flamants roses et les drones ukrainiens ont survolé la Russie pour se venger des attaques de Poutine contre les civils, villes et infrastructures ukrainiennes. Dans ses rapports sur la frappe de représailles de l'Ukraine, Euromaidan Press a fourni un tour d'horizon aussi complet que possible des nombreuses cibles russes qui se sont retrouvées dans la ligne de mire ukrainienne. Il indique que les frappes ukrainiennes semblent avoir commencé vers 17 h le 12 novembre avec une attaque dans la région frontalière de Belgorod. Des photographies partagées par la chaîne Telegram Supernova Plus semblent montrer les résultats de cette frappe, qui a été menée à l'aide de drones. De la fumée s'élève d'une installation au loin, mais sur ces deux clichés, il n'est pas clair ce que l'Ukraine a frappé. Quoi que ce soit, cela brûlait. Le 12 novembre, les drones ukrainiens ont dû réaliser des frappes directes. Le kraï de Krasnodar semble avoir été la prochaine cible de l'Ukraine, et Supernova Plus a également rapporté cette frappe. Nous savons cette fois ce que l'Ukraine a touché, selon le rapport de Supernova Plus. Le pays a détruit une sous-station électrique dans la région russe, privant Novokubansk d'électricité. L'Ukraine démontre à Poutine qu'elle peut perturber l'infrastructure énergétique russe, autant que les drones Shahed russes le font en Ukraine. Les coupures de courant dans les villes russes servent de terribles rappels au peuple russe que leur dirigeant les a forcés à une guerre qui dure depuis près de 4 ans, alors qu'il avait initialement affirmé qu'elle serait terminée en quelques jours. Elle n'est pas terminée, loin de là, et le peuple russe commence à ressentir l'impact de l'échec de Poutine en Ukraine. L'Ukraine s'est ensuite concentrée sur son territoire, rapporte Euromaidan Press, en frappant dans l'oblast de Zaporijia. La Russie occupe près des 3/4 de Zaporijia et Kherson,
dont la centrale nucléaire de Zaporijia, alimentant une grande partie de l'Ukraine. L'Ukraine ayant échoué à reprendre Zaporijia au sol, elle confie désormais le combat à ses forces aériennes. Cette fois, la chaîne Telegram Exelenova Plus a fourni la preuve de la frappe en diffusant 2 vidéos montrant les défenses aériennes russes à Zaporijia, réagissant aux projectiles ukrainiens. La chaîne a aussi confirmé qu'une autre infrastructure à Krasnodar, dans le Kraï, avait été touchée. Elle a partagé une vidéo dans laquelle on peut clairement entendre un drone ou un missile bruyant traverser le ciel. Alors que le bruit du drone disparaît, le danger paraît passé, mais une énorme explosion éclate ensuite, illuminant le ciel. Ex-Elenova Plus affirme que ces images ont été tournées dans la localité d'Afipski, qui abrite également une raffinerie de pétrole russe. On peut sans doute ajouter une attaque aux 10 frappes ukrainiennes contre des raffineries russes depuis début 2025. Les frappes ont duré toute la nuit. Oriol aurait été touchée en même temps que celle dans le Krasnar Krai, ex-Elenova. Cela suggère aussi que le rapport du Kiev Post sur l'abattage d'un missile Flamingo par les défenses russes pourrait ne pas être exact. Soit cela, soit l'Ukraine a lancé des missiles manqués par la Russie dans tous les cas. Une photographie partagée par la chaîne Telegram montre également des dégâts structurels causés à la centrale thermique Oriol, notamment un grand trou percé dans le mur de l'un des ateliers de la centrale. Enfin, il y avait la Crimée, occupée par la Russie depuis 2014 quand Poutine a annexé la péninsule lors de sa première agression contre l'Ukraine. La Crimée est restée une cible clé pour l'Ukraine durant la guerre lancée par Poutine. Le pays a conclu sa vaste riposte par une attaque contre Féodosia, sur la côte est de la Crimée. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur cette frappe, bien qu'il ait été rapporté que de puissantes explosions ont été entendues dans toute la région. Féodosia abrite un terminal pétrolier maritime que l'Ukraine a visé il y a seulement quelques jours. Comme vous le découvrirez si vous regardez notre vidéo qui couvre le double coup dur infligé à Poutine par l'Ukraine et la Chine plus tôt en novembre. Peut-être que l'Ukraine a tenté le coup de grâce avec ses frappes des 12 et 13 novembre en Crimée. Il faudra attendre pour connaître l'ampleur des dégâts à Féodosia. Le Kiev Post indique que l'Ukraine aurait visé plus de cibles en Crimée qu'annoncé par Euromaidan Press. Il précise que plusieurs cibles importantes ont été frappées sur la péninsule, dont un entrepôt de drones, des parkings d'hélicoptères, un radar de défense aérienne et le dépôt pétrolier du terminal Morskoy Neftianoy. À Zaporijia Asie, l'Ukraine aurait frappé un dépôt pétrolier, selon le média, ainsi que des postes de commandement pour la 127e division de fusiliers motorisés et la 5e armée interarmes. Comme mentionné plus tôt, l'Ukraine répond aux drones russes avec une précision létale. Voilà ce que nous voulions dire. Ces sources nous informent sur l'ampleur des dégâts causés par l'Ukraine en Russie et dans les territoires occupés lors de sa frappe de représailles. Les conséquences de la frappe ukrainienne sont encore analysées au moment de cette vidéo. L'Ukraine a sans doute eu plus de succès que ce que nous avons rapporté. Avec une frappe d'une telle ampleur sur les bras, on pourrait penser que la Russie se ferait entendre. Son ministère de la Défense pourrait prétendre avoir abattu tous les drones et missiles ukrainiens, ou accuser l'Ukraine d'attaques terroristes en Russie, tout en ignorant que c'est une réponse à des actions similaires de la Russie. Mais non, il n'y a pratiquement pas eu un mot de la Russie jusqu'à présent. La seule réaction venant de la région d'Oriol que l'Ukraine a visée avec ses missiles Flamingo. Alors que la région d'Oriol était attaquée, Andrei Klitschkov, gouverneur, a lancé une alerte aérienne sur Telegram et donné la seule vraie réaction russe à la frappe de représailles ukrainiennes. Les attaques ennemies contre la région d'Oriol se poursuivent. Les systèmes de défense aérienne ont détruit plusieurs cibles dans les airs, certains éclats étant tombés sur des zones résidentielles. Plusieurs voitures ainsi que les fenêtres des balcons dans des immeubles résidentiels et des maisons privées tampos ont été endommagées. Aucune victime signalée pour l'instant, selon le gouverneur régional. La centrale thermique Oriol n'est pas mentionnée. Rien d'étonnant, vu la source et la tendance de la Russie à minimiser l'efficacité des frappes ukrainiennes à longue portée. Concernant le missile Flamingo, un point essentiel sur la riposte ukrainienne reste à évoquer. Cette frappe représente la première fois que l'Ukraine confirme officiellement qu'elle utilise le Flamingo contre la Russie. La référence du commandement général au missile, avec les photos de Flamingo en préparation, montre que l'Ukraine est enfin prête à utiliser son missile hybride drone local contre la Russie. Au moins, il est officiellement prêt. Avant les frappes ukrainiennes des 12 et 13 novembre, des rumeurs circulaient sur l'utilisation préalable du Flamingo. Le 10 octobre, les médias United 24 ont déclaré que la Russie avait admis utiliser des missiles Flamingo ukrainiens lors de frappes sur son territoire. Plusieurs chaînes Telegram pro-Kremlin auraient affirmé que le Flamingo avait servi lors de frappes contre différentes cibles en Russie en septembre et octobre.
L'une de ces cibles pourrait avoir été un bâtiment du service des frontières du service fédéral de sécurité russe, que les médias United 24 affirment avoir peut-être été touché par un flamingo début septembre. Mais ces rumeurs ne constituaient pas une confirmation officielle. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, n'a pas non plus déclaré que l'Ukraine utilisait des missiles Flamingo. Le 28 octobre, Pravda a rapporté que le président ukrainien avait déclaré « Le Flamingo a été utilisé au combat. Le routeur a servi au combat. Nous faisons tout pour tenter sérieusement cette année, pas seulement 1 ou 2 essais. Nous progressons ainsi. Nous croyons que nous réussirons. Nous l'espérons vraiment, car nos utilisations répétées contre Bruchreichtier ont montré que des résultats efficaces sont possibles. Seule l'absence d'informations sur les cibles empêche une confirmation complète. » Zelensky a affirmé que le missile était utilisé, mais il n'y avait aucune preuve pour le confirmer. Grâce à l'attaque ukrainienne sur Oriol, nous savons désormais que le flamant rose vole vers la Russie. Des vols entiers de ces missiles pourraient bientôt être lancés. L'Ukraine cherche maintenant à pousser le flamant rose vers une production de masse, et elle pourrait atteindre cet objectif d'ici la fin, 2025. Selon un article de Romedan Press du 4 novembre, Zelensky déclare que l'Ukraine progresse fortement dans le développement de capacités de frappe longue portée. Nous attendons une production de masse d'ici la fin de cette année, a ajouté Zelensky, bien qu'il ait refusé de fournir des chiffres pour indiquer ce que signifie la production de masse dans le contexte de la nouvelle arme puissante de l'Ukraine. Le flamant rose est présent et semble déjà causer des dégâts. Malheureusement pour l'Ukraine, il y a une réserve à cette histoire qui pourrait affecter la production de flamant rose à court terme. Le Kiev indépendant rapporte que Firepoint, fabricant du flamant rose, est au centre d'une controverse après la frappe de représailles de l'Ukraine contre la Russie. Le Bureau national anticorruption de l'Ukraine a ouvert une enquête sur l'entreprise, en raison de préoccupations selon lesquelles l'entreprise aurait gonflé la valeur des composants qu'elle utilise pour fabriquer le flamant rose, probablement dans le but de réaliser un plus grand profit. Il semble également que des doutes aient été soulevés concernant le nombre de ces armes que l'entreprise affirme livrer à l'armée ukrainienne. Ce problème inquiétera l'Ukraine. Si Firepoint n'était pas capable de fabriquer le Flamingo au niveau qu'elle prétend, qu'est-ce que cela signifie pour les ambitions de l'Ukraine de lancer la production de masse du missile ? Les frappes à longue portée de l'Ukraine seront-elles ralenties ? Le pays peut-il confier la construction du Flamingo à une autre entreprise que Firepoint ? Avec l'enquête pour corruption en cours, il se pourrait que nous devions attendre un certain temps avant d'obtenir des réponses à ces questions. Pour l'instant, les Ukrainiens ne s'en soucieront pas. L'armée de leur pays a lancé Flamingo contre la Russie, dans une série de frappes de représailles pour montrer à Poutine que les attaques de drones russes auront une réponse. Depuis que les États-Unis utilisent leur puissance militaire pour menacer le Venezuela, la Russie tente de montrer ses muscles. Les défenses aériennes russes sont déjà au Venezuela, et des missiles hypersoniques pourraient en suivre. Vladimir Poutine veut montrer à Donald Trump que la Russie est aussi puissante que les États-Unis. Les deux grandes puissances militaires exhibent leur force, et les États-Unis viennent de prouver à la Russie que leur puissance est supérieure. Un bombardier américain Agamo B-52 vient d'humilier la Russie lors d'une démonstration de force impressionnante, où il a travaillé aux côtés de ses alliés de l'OTAN pour rapprocher la puissance de feu américaine des frontières russes. Le 13 novembre, United 24. Media a rapporté que les États-Unis ont démontré leur puissance aérienne en déployant un bombardier B-52 pour participer à des exercices de frappe menés bien trop près de la Russie pour le confort de Vladimir Poutine. Le média rapporte que le B-52 a pris part à un entraînement débutant à l'est de la Finlande, séparé de la Russie par le golfe de Finlande, relié à la mer Baltique. Le bombardier américain a mené une frappe simulée en Finlande avant d'entrer dans l'espace aérien estonien. Là-bas, le B-52 a volé à environ 50 km, soit environ 31 miles, de la frontière que l'Estonie partage avec la Russie. Nous avons mentionné que Poutine essaie d'envoyer un message aux États-Unis avec les actions de la Russie au Venezuela. Voici la réponse de l'Amérique. Le B-52 américain participait à un exercice multinational impliquant la Finlande, l'Estonie et plusieurs autres membres de l'OTAN. Pendant son survol de la Finlande, le B-52 était également accompagné par des chasseurs FA-18 Hornet finlandais. Ces avions de chasse, appartenant à la Finlande, sont fabriqués aux États-Unis. Cela signifie que l'exercice de l'OTAN était une démonstration encore plus impressionnante de la puissance de feu que les États-Unis pourraient déployer contre la Russie qu'il n'y paraît à première vue. Le B-52 escorté de chasseurs a simulé des largages d'armes sur le champ de tir de Sotinporo en Finlande. La Russie aurait probablement surveillé ce que l'OTAN faisait au-dessus de la Finlande, et elle aurait vu le bombardier américain effectuer ses frappes. Comme il le fait depuis des décennies au sein de l'armée américaine, Army Recognition fournit plus de détails dans son rapport sur l'exercice de l'OTAN.
Le B-52 américain a quitté la base de Barksdale en Louisiane, a transité par Morone en Espagne et rejoint la Finlande. Après son exercice en Finlande, le bombardier américain a été rejoint par des Eurofighter Typhoon britanniques et un Head-3 Asentry de contrôle avancé, prouvant que c'était plus qu'une simple démonstration de supériorité aérienne américaine. C'était l'OTAN qui renforçait le message envoyé par les États-Unis, en montrant comment ses membres sont toujours capables de travailler ensemble. Malgré les efforts de Vladimir Poutine en 2025 pour éloigner Donald Trump des alliés de l'OTAN, c'est déjà assez humiliant pour le président russe. Il doit déjà gérer le revirement de Donald Trump envers la Russie, illustré par les sanctions contre 2 géants pétroliers russes fin octobre. Les États-Unis fournissent maintenant des armes que Vladimir Poutine sait dangereuses jusqu'aux portes de la Russie. Vladimir Poutine ne peut rien faire sans provoquer un incident international majeur. Army Recognition précise que les États-Unis visaient en plus qu'une démonstration de puissance aérienne avec les B-52. Les États-Unis ont envoyé leurs bombardiers en Finlande pour des raisons tactiques et stratégiques. Voyons d'abord l'aspect non tactique. Le média note que la présence de nombreux appareils lors de l'opération conjointe de l'OTAN près des frontières russes montre comment l'organisation préparerait sans doute une future frappe aérienne contre la Russie. Le B-52 est bien sûr le gros frappeur car il peut transporter une gamme de munitions à distance et d'armes de précision guidées. Le fait de l'escorter par des avions de chasse fait également partie de la tactique. Les Hornets finlandais transportent des missiles air-air et des armes au sol. La tactique est claire. Le B-52 largue les bombes, et les Hornets ou les Typhoons protègent l'avion pendant son trajet. Army Recognition précise que les Hornets finlandais disposent des liaisons Link 16, utilisées dans toute l'OTAN. Le LINC-16 est un système de communication permettant aux avions ou équipements reliés à son réseau d'échanger des données tactiques en temps réel. Autrement dit, le B-52 américain et les Hornets partagent leur vision. Cela permet de s'assurer que tous les avions impliqués dans une frappe de l'OTAN disposent d'une connaissance de la situation aussi complète que possible. Le Link 16 est littéralement un sauveur de vie. British Aerospace Systems indique que le Link 16 est la référence pour la connaissance aérienne sécurisée, à laquelle les autres systèmes sont comparés. Selon l'entreprise, la Link 16 a été identifiée par l'États-Unis Air Force comme un élément clé ayant sauvé des vies sur plusieurs théâtres d'opération grâce à une meilleure connaissance de la situation. Ainsi, l'exercice d'entraînement de l'OTAN en novembre n'avait pas seulement pour but de tester ses avions, il visait également à s'assurer que ces appareils puissent communiquer lors des opérations. L'évaluation était une priorité pour l'OTAN et dépassait le cadre du système de communication. Army Recognition précise que les chasseurs finlandais escortant le B-52 américain offrent aussi à l'armée de l'air finlandaise un entraînement avec diverses armes. Effets, délais et procédures radio. Ils pourraient ne pas tout maîtriser. L'OTAN doit s'assurer que tous ces éléments mobiles fonctionnent ensemble, au cas où elle devrait lancer des frappes contre la Russie depuis la Finlande. Donc, Timpero était aussi un bon choix pour le champ d'entraînement de l'opération, car il est suffisamment avancé technologiquement pour fournir des données sur le timing des armes et leurs empreintes. Même lors d'exercices sans munitions réelles, c'est une autre gifle pour Poutine. Les États-Unis n'ont pas à larguer de bombes depuis leur B-52 pour prouver à la Russie que leurs avions peuvent atteindre leurs cibles. L'exercice a permis aux alliés de l'OTAN, de l'Espagne et du Royaume-Uni, à la Finlande et l'Estonie, de s'entraîner à des sorties combinées. La présence de bombardiers alliés dans l'espace aérien finlandais offre également aux autorités nationales de commandement et aux structures de C2 de la défense aérienne l'occasion de tester la gestion du combat en temps réel, à travers les frontières, depuis Moran, via les centres d'opération aérienne, combinés de l'OTAN, le KO à Toran-Bodo, jusqu'aux centres nationaux de contrôle et de rapport, ajoute Army Recognition. L'aspect stratégique de cette affaire compte aussi. C'est là que l'on saisit pourquoi Poutine est à la fois furieux et humilié par l'envoi d'un B-52 américain en Finlande. Depuis septembre, les forces aériennes russes ont mené plusieurs incursions non autorisées dans l'espace aérien de l'OTAN. Les incursions ont débuté quand une vingtaine de drones russes ont pénétré l'espace aérien polonais début septembre, forçant la Pologne à déployer des avions de chasse pour abattre les drones menaçants. La Russie ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours plus tard, 3 chasseurs MiG-31 du pays ont pénétré l'espace aérien estonien et y sont restés 12 minutes ignorant toutes les demandes de communication. Des avions de l'OTAN ont encore escorté des avions russes hors de l'espace aérien. C'était au moins la 3e incursion russe dans l'espace aérien de l'OTAN en septembre. Depuis que la Belgique a temporairement fermé plusieurs aéroports à cause de drones repérés à proximité, il y en a eu beaucoup d'autres, selon Reuters le 5 novembre. Des drones, probablement russes,
ont aussi été observés près de plusieurs bases aériennes. Des drones non identifiés ont aussi survolé des sites militaires en République tchèque et perturbé le trafic dans 6 aéroports danois en septembre. Des aéroports allemands ont suspendu leurs opérations à cause de drones, tandis que la Lituanie a fermé des aéroports, après l'intrusion de ballons militaires dans son espace aérien. La Russie nie être impliquée dans ces incursions, que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié d'actes de guerre hybride destinés à semer la division à travers l'Europe. Cependant, un seul pays a un contentieux avec l'OTAN et possède les drones et avions de chasse menant ces incursions. La Russie a passé les derniers mois à tester l'OTAN et a essayé de démontrer qu'elle possède la puissance aérienne nécessaire pour causer de sérieux problèmes aux membres européens de l'Alliance. Poutine pensait peut-être que l'Europe affronterait seule les drones et avions russes, mais ce n'est pas le cas. L'arrivée des B-52 en Finlande prouve que les États-Unis sont prêts à soutenir leurs alliés européens avec leurs meilleurs avions. Army Recognition explique la signification stratégique du récent exercice d'entraînement de l'OTAN. Il dit que l'objectif principal de l'exercice est d'envoyer un message clair à Poutine. L'OTAN peut projeter une puissance de feu crédible sur tout l'espace euro-atlantique. C'est crucial pour la Finlande et l'Estonie. Ces deux pays, frontaliers de la Russie, seraient les premiers visés en cas de conflit entre l'OTAN et la Russie, en envoyant des B-52 à un exercice coordonné. Les États-Unis prouvent à Poutine qu'ils peuvent répéter cette tactique avec succès. Si l'OTAN devait passer de la simulation à l'exécution de frappes en Russie, le déploiement des B-52H en Espagne pour la mission B-52H comporte aussi un aspect de représailles, selon Army Recognition, à propos de la décision de l'OTAN. La directive 26.1 impose une présence flexible de bombardiers pour répondre à l'activité militaire russe accrue. Selon la source, cela inclut des patrouilles de bombardiers Tupolev, 95 Mikhail Stalin et Tupolev, 160 près de l'espace aérien allié. La Norvège joue aussi un rôle. Kaogbodo, en Norvège, y a participé à l'exercice de l'OTAN. Ce centre aérien des opérations combinées n'a été inauguré qu'en octobre. Ainsi, son inclusion dans l'exercice de l'OTAN montre que l'organisation est tout à fait capable de mettre à contribution même ses ressources les plus récentes. Army Recognition note que la posture de l'OTAN sur son flanc est évolue vite. L'organisation vise à dominer des régions clés comme la mer Baltique, la mer de Barents, l'Atlantique Nord et la Scandinavie grâce à une nouvelle architecture. Et cet exercice montre que ces efforts portent pour leurs fruits et sont déjà très bien coordonnés. Encore une fois, c'est une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Alors qu'il provoque l'OTAN avec des drones, l'OTAN lui répond, en lui montrant la réalité de ce que la Russie devra affronter si elle tente de causer de vrais problèmes sur le flanc Est. Le choix de ce moment pour l'exercice n'est pas une coïncidence. En introduction, nous avons souligné l'implication des États-Unis et de la Russie dans le conflit grandissant autour du Venezuela. C'est simplement le dernier d'une série d'incidents aller-retour impliquant les deux nations. Nous avons déjà mentionné les nouvelles sanctions que Donald Trump a imposées contre la Russie en octobre, où le président américain a finalement donné suite aux menaces qu'il proférait depuis un certain temps. Alors que sa frustration face au refus de Vladimir Poutine de prendre au sérieux les discussions de paix liées à la guerre en Ukraine a fini par éclater. Selon la diplomatie moderne, la Russie mène des exercices nucléaires. Les États-Unis pourraient en faire autant. Le 30 octobre, National Public Radio a indiqué que Donald Trump souhaite que les États-Unis reprennent les essais nucléaires. Nous avons cessé il y a longtemps. Mais puisque d'autres essaient, je pense qu'il est approprié de le faire, a déclaré Donald Trump aux journalistes dans l'Air Force One. En ajoutant le Venezuela dans l'équation, vous avez Vladimir Poutine qui essaie d'utiliser ce pays comme un intermédiaire pour intimider les États-Unis afin de les pousser à faire ce que la Russie veut. Il se peut que Vladimir Poutine ait commis une erreur. Envoyer des systèmes de défense aérienne russes au Venezuela est une décision très imprudente. Et vous pouvez découvrir lesquels en regardant notre vidéo qui traite de ce sujet. Revenons au B-52. Il est clair que les États-Unis et la Russie sont en compétition. Quand une nation fait étalage de sa puissance militaire, l'autre répond par une démonstration de force à son tour. La participation des B-52 américains à un exercice avec l'OTAN près de la Russie est sans doute leur plus grande démonstration de force à ce jour. Pourquoi ? Cela montre à Poutine que les États-Unis soutiennent fermement l'OTAN et peuvent en déployer leurs moyens aériens à tout moment, et que les États-Unis saisissent l'importance du flanc et de l'OTAN. Ce que ce déploiement représente est quelque chose de bien plus concret que ce que Poutine pensait voir de la part de l'OTAN, et surtout de la part des États-Unis. Les exercices du B-52 et de l'OTAN en Finlande ne sont pas symboliques. Les États-Unis n'envoient pas un bombardier près de la Russie juste pour prouver leur capacité.
Ce bombardier a pris part à des exercices aux possibles implications réelles. Les relations de commandement ont été renforcées. Et le message envoyé que toute agression de Poutine en Europe de l'Est, si elle a lieu, rencontrera bien plus qu'une force locale. Les drones que la Russie a envoyés dans les nations européennes ont été confrontés à des réponses locales. Si Poutine continue, les États-Unis utiliseront des armes longue portée pouvant frapper la Russie chez elle. Et puis il y a la Finlande. Avec autant d'attention portée sur ce rôle, les États-Unis et leur B-52 viennent tout juste d'intervenir. Il est facile de sous-estimer l'importance de la participation de la Finlande lors du récent exercice aérien de l'OTAN. Quand Poutine a envahi l'Ukraine, la Finlande était presque neutre. Malgré une longue relation parfois agitée avec la Russie, la Finlande ne semblait pas vouloir quitter sa neutralité pour rejoindre l'OTAN. En réalité, la relation commerciale entre la Russie et la Finlande se renforçait. Selon l'Observatoire de la complexité économique, les exportations finlandaises vers la Russie ont augmenté de 190 à 258 millions de dollars entre janvier 2021 et janvier 2022. Pendant cette période, la Finlande a aussi porté ses importations russes à 105 milliards de dollars. La première représentait une augmentation de 354% par rapport à l'année précédente. Les importations ont augmenté de 141%. Elles étaient de 434 millions de dollars un an plus tôt. Nous avons choisi cette période dans la relation commerciale entre la Finlande et la Russie, car elle précède l'invasion de l'Ukraine par Poutine qui a tout changé. Peu après l'entrée des forces russes en Ukraine, la Finlande, autrefois en bons termes avec la Russie, est désormais pleinement consciente que Poutine pourrait aller au-delà de l'Ukraine, s'il gagnait la guerre, qu'il avait commencée. Le 4 avril 2023, la Finlande est passée de neutre à membre de l'OTAN, envoyant à Poutine un message clair. Elle est prête à tout pour se défendre contre ces tactiques agressives. La Finlande a déployé une armée de 280 000 soldats en temps de guerre, selon la British Broadcasting Corporation. Elle dispose également de 90 000 réservistes et forme 21 000 conscrits par an. Mais plus important encore, la Finlande a offert à l'OTAN une présence encore plus forte aux portes de la Russie, ce que les États-Unis viennent d'utiliser pour humilier Poutine avec le déploiement de leurs bombardiers B-52. Poutine croyait que sa guerre en Ukraine freinerait l'OTAN. Cela a seulement encouragé des pays qui n'auraient pas adhéré à rejoindre l'organisation. Depuis son adhésion à l'OTAN, la Finlande est vite devenue un acteur clé de la défense collective. Le pays a clairement exprimé son intention d'augmenter ses dépenses de défense, ce qui l'aurait rendu sympathique à l'administration Trump. Trump lui-même avait exprimé haut et fort son sentiment que les membres européens de l'OTAN ne payaient pas leur juste part, et il avait même suggéré que l'aide des États-Unis aux autres membres de l'OTAN pourrait être conditionnée à une augmentation de leur contribution. En campagne pour son second mandat présidentiel, la Finlande prenait très au sérieux ses engagements de dépenses. Le 1er avril, Breaking Defense a rapporté que les Finlandais s'étaient engagés à augmenter leurs dépenses annuelles de défense à 3% du produit intérieur brut, ou produit intérieur brut du pays d'ici 2029. Cela aurait mis la Finlande 1% au-dessus de l'ancienne recommandation de l'OTAN, exigeant au moins 2% du produit intérieur brut pour la défense. Depuis, l'OTAN a ajusté cette recommandation à 5%, ce qui a été annoncé en juin. La Finlande a réagi rapidement, le Helsinki Times indiquant qu'elle vise 5% du produit intérieur brut d'ici 2032. L'important ici est l'engagement, démontré à plusieurs reprises par la Finlande. Cet exercice de l'OTAN, où les États-Unis ont nargué Vladimir Poutine avec leur B-52, en est un autre exemple. Comme le dit Army Recognition pour la Finlande, l'escorte du B-52, au-dessus de Satimporo, montre la rapide évolution de la Finlande, passer d'un pays non aligné à un allié clé, intégré à la défense aérienne de l'OTAN. Les États-Unis coopèrent avec la Finlande pour renforcer les démonstrations de leur puissance aérienne. Plus tôt, nous avons précisé que les chasseurs finlandais, escortant les B-52 américains, étaient des Hornets américains. Ces Hornets ne seront plus là encore très longtemps. La Finlande a accepté d'acheter 64 F-35A aux États-Unis, dont le premier est sorti de sa phase d'assemblage finale un peu plus d'une semaine, avant l'exercice de l'OTAN dont nous avons parlé dans cette vidéo. C'est peut-être le vrai but de cet exercice. L'arrivée d'un B-52 américain en Finlande pour des exercices près de la Russie est un message pour toutes les raisons évoquées. Mais derrière ce message, il y en a un autre, adressé à Poutine au nom de l'Amérique, par tous les alliés de l'OTAN du pays. Même sans envoyer leurs avions sur le territoire de l'OTAN, les États-Unis resteraient très présents en Europe. De nombreux membres de l'OTAN utilisent des avions de chasse américains, car ils estiment qu'ils sont les plus efficaces face aux forces aériennes russes. Si jamais ils en ont besoin,
La Finlande va bientôt avoir des dizaines de F-35 à sa disposition. L'armée américaine connaît bien ces appareils, car c'est l'Amérique qui les a fabriqués. Si l'exercice de novembre a montré l'efficacité de la coopération entre les États-Unis, la Finlande et les autres, les exercices suivants renforceront cela. Alors que l'Amérique s'intègre encore plus profondément dans l'architecture du flanc est de l'OTAN, c'est une démonstration de force. S'il en fallait une, l'Europe se prépare à une possible guerre avec la Russie. C'est évident avec l'OTAN, qui demande à ses membres de porter leurs dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut d'ici 2035. Partout sur le continent, les dirigeants préviennent Vladimir Poutine qu'ils se préparent à un affrontement, et ils seront prêts, si et quand la Russie décide d'en déclencher un. Mais il y a quelque chose que ces nations européennes ne semblent pas réaliser, et vous non plus peut-être. La Russie est déjà en guerre avec l'Europe, vous ne l'aviez simplement pas remarqué. Mais tous les signes montrent que la Russie mène une guerre sans que l'Europe ne s'en rende compte. C'est ce qu'affirme Georges Barros, analyste à l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institute for the Study of War. Le 13 novembre, les médias Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija de Lituanie ont interrogé Barros sur ses opinions concernant les actions actuelles de la Russie, et pour démêler une expression étrange que Barros utilise depuis un certain temps. La phase 0. Qu'est-ce que la phase 0 ? Si l'on en croit Barros, c'est la première phase d'une guerre que la Russie a déjà commencé avec l'Europe. Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija cite plusieurs exemples de ce qui se passe pendant cette phase, notamment les incursions de drones dans les pays européens, et même des ballons de contrebande envoyés dans l'espace aérien lituanien pour perturber les aéroports du pays. Lorsqu'on lui demande si ce type d'incident constitue la phase 0, Barros répond absolument, avant de se lancer dans une explication de ce que signifie réellement la phase 0. Dans la doctrine militaire, y compris russe et soviétique, avant de débuter une guerre, la préparation du champ de bataille commence bien avant les combats, explique Barros à Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija. C'est la phase 0. Créer les conditions informationnelles, politiques et psychologiques pour préparer une guerre plus large que la Russie pourrait lancer contre l'Europe et l'OTAN. Autrement dit, la phase 0 permet à la Russie de préparer une guerre à grande échelle encore non entamée. L'intimidation domine cette phase, où interviennent les incursions aériennes évoquées plus tôt. Nous verrons ces incursions et d'autres signes de la phase 0 plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, il suffit de savoir que ces incursions de drones sont volontaires et visent à tester la réaction des pays que la Russie prévoit d'affronter. Et pour faire savoir à ces pays que la Russie observe, attend et prépare des moyens capables de les atteindre dès que Vladimir Poutine et ses acolytes le décideront, Barros révèle que la Russie a de nombreuses raisons d'avoir lancé la phase 0. Nombreuses concernent les États baltes, Lituanie, Estonie, Lettonie. Je dois souvent préciser la Russie. La Russie nourrit des ambitions géopolitiques et territoriales sur les États baltes, qu'elle voit comme des terres historiques du Rousski Mir. Toutes ces choses, Barros dit lorsqu'il parle de ses discussions avec ses collègues occidentaux. Les Russes veulent aussi renégocier toute l'architecture de sécurité européenne. Poutine a-t-il engagé la Russie dans une guerre totale contre l'Europe et surtout contre les membres de l'OTAN ? Pas forcément, dit Barros, mais ce n'est pas le but de la phase 0. La Russie anticipe ce qui pourrait être, plutôt que ce qui est déjà décidé. Poutine veut être prêt à tout, y compris frapper le premier et plus fort là où il perçoit des faiblesses en Europe. Si une guerre cinétique éclate, quoi qu'il en soit, les États baltes semblent tous s'accorder à dire que Poutine les a dans sa ligne de mire. En mai 2023, Lietuvos Nacionalinis Radijas ir Televizija a publié un rapport affirmant avoir révélé le contenu de documents secrets du Kremlin, détaillant ce que la Russie a prévu pour les États baltes. Bien que ces plans ne prévoient pas nécessairement d'invasion à grande échelle, ils évoquent la manière dont la Russie tente d'influencer les actions et l'opinion publique au sein des trois pays. Ces documents ont été préparés pour le Kremlin par la Direction des Relations Internationales et des Contacts Culturels avec l'étranger à l'automne 2021. Ils sont divisés en deux. La première partie décrit les menaces pour les intérêts russes que la direction a identifiées, tandis que la seconde traite des actions que la Russie devrait entreprendre pour surmonter ces menaces. Ces actions couvrent les domaines politiques, sociaux et militaires. Elles montrent que la Russie veut renforcer son influence et contrôler les États baltes, ex-membres du bloc soviétique. C'est encore la phase 0, selon Barros, et les trois pays baltes connaissent bien les ambitions de Poutine. En mars, Katja Adler, rédactrice en chef Europe de la British Broadcasting Corporation, a publié un article montrant comment les États baltes cherchaient à se protéger de Poutine. Elle remarque que la Russie emploie du mot de nombreuses tactiques, correspondant à la phase 0 de Barros, notamment près de l'Estonie.
La Russie a utilisé des bouées à imagerie thermique dans la rivière Narva, qui sert principalement de frontière avec l'Estonie. Un brouillage système de positionnement global constant est en cours à cette frontière. Tout cela s'inscrit dans une campagne russe, visant à intimider et manipuler psychologiquement un pays beaucoup plus petit. L'Estonie a réagi, écrit Adler, en rejoignant la Lituanie et la Pologne pour demander son retrait du traité interdisant les mines antipersonnelles. Les États baltes et la Pologne, inquiets pour la sécurité de leurs frontières, veulent utiliser ces mines terrestres pour se défendre. Si la Russie lance une invasion terrestre, les exemples que nous avons soulignés jusqu'à présent semblent isolés. En réalité, ils ne le sont pas du tout. Les États baltes sont bien conscients des actions de la Russie. Le reste de l'Europe est soit endormi au volant, soit traîne des pieds collectivement lorsqu'il s'agit de formuler des réponses appropriées à la phase 0 de la Russie. Retenez ce point, nous y reviendrons à la fin de la vidéo. Barros affirme que la campagne de phase 0 de la Russie, une opération officiellement nommée, est déjà en cours. Elle est très organisée, et ses activités n'ont pas commencé par hasard. Un ordre a été donné au Kremlin ou à l'état-major russe. Ils doivent lancer une série d'événements, reconnaissance, provocation, expérimentation, pour fermer des aéroports dans plusieurs pays et repérer des sites militaires, explique Barros à Lietuvos, Nationalinis, Radijas, Ir Televizija. Toutes ces actions de la phase 0 servent la phase 1 du plan russe, la phase cinétique, la phase où les tirs commencent et où les chars commencent à avancer, en supposant qu'il en reste à la Russie après la guerre avec l'Ukraine. C'est une version possible de la phase 1. Barros suggère que la Russie pourrait adresser des demandes officielles à l'Europe ou à l'OTAN pour obtenir ou stopper certaines actions. Arrêter l'expansion de l'OTAN pourrait être l'une de ces demandes. Si la demande est satisfaite, la Russie pourrait revenir à la phase 0 ou arrêter les phases. Si les demandes ne sont pas satisfaites, la guerre cinétique que la Russie prépare depuis des années commence. Cette guerre cinétique n'a peut-être pas commencé, mais la Russie est déjà en guerre avec l'Europe, comme le montrent de nombreux signes. Le signe le plus évident saute aux yeux de l'Europe. La Russie lui a déclaré la guerre. Elle l'a fait à la manière russe, agissant comme si la Russie était un ange innocent, ne faisant que répondre à l'agression d'autrui avec toutes ses ruses. Mais si vous faites le tri parmi les mensonges et les tentatives de désinformation, la Russie affirme clairement aux pays européens opposés à Vladimir Poutine en Ukraine qu'ils sont en guerre. Citez par exemple les propos du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, lors d'un briefing avec des journalistes russes, le 15 septembre. Ils accumulaient ces fausses déclarations, où la Russie accuse les autres de ses propres actes. L'OTAN serait en guerre contre la Russie. C'est évident et cela ne nécessite aucune preuve. Selon le Kyiv Independent, Peskov affirme que l'OTAN apporte un soutien direct et indirect au régime de Kiev. Comme souvent avec ce type de déclaration russe, il y a un fond de vérité. Les pays de l'OTAN soutiennent bien l'Ukraine. Ce que Peskov omet volontairement de mentionner, c'est que ce soutien n'est offert que parce que la Russie a envahi illégalement le pays. Barros a mentionné que les manœuvres psychologiques font partie de la première phase, et cette astuce particulière vise autant le peuple russe que l'Europe. Peskov affirme aux Russes que l'OTAN combat la Russie, ce qui, à son tour, prépare ses civils à un avenir potentiel où ils seront appelés à combattre dans une guerre contre l'OTAN. En Europe, les dirigeants du Kremlin appliquant leur tactique de guerre à leur propre peuple, et ce type de propagande reste l'un des principaux outils de Poutine. Depuis les propos de Peskov, la Russie a renforcé ses accusations contre les membres européens de l'OTAN. Le 8 octobre, France 24 a indiqué que la Russie accuse désormais la Pologne, le Royaume-Uni et l'Union européenne de mener des opérations sous fausse bannière pour lui attribuer des actes de sabotage, alors que ces pays en seraient eux-mêmes responsables. D'après le média, le Royaume-Uni aurait recruté des agents ukrainiens pour préparer une attaque navale, destinée à faire croire qu'elle venait de la Russie. Rappelez-vous que ces agents ukrainiens auraient dû être retirés d'un conflit où l'Ukraine a besoin de tous ses combattants. Néanmoins, l'opération sous fausse bannière devait également inclure l'utilisation d'équipements chinois, impliquant ainsi Pékin dans le plan. Les agents ukrainiens devaient être arrêtés par des agents occidentaux, puis affirmer qu'ils agissaient sur ordre de la Russie. Tout cela est insensé et a été fermement démenti par les responsables occidentaux. Encore une fois, on voit l'état d'esprit de la Russie en guerre, la phase 0, à l'œuvre. La Russie aurait mené précisément l'opération qu'elle qualifie de faux drapeau, mais elle utilise cette opération pour potentiellement semer la discorde au sein de l'Europe. Poutine veut que les membres européens de l'OTAN commencent à douter les uns des autres, ce qui pourrait, à son tour, rendre plus difficile la coopération entre ses alliés lorsque le moment de la phase 1 arrivera. La Russie sous-entend à l'Europe qu'elle est en guerre,
Elle emploie des manipulations psychologiques, issues du manuel de la phase 0, selon Barros. Mais il n'y a pas que des jeux psychologiques qui nous montrent que la Russie est en guerre avec l'Europe. Il y a aussi de nombreuses preuves concrètes. Nous avons déjà évoqué certaines des incursions aériennes que la Russie a effectuées sur le territoire européen ces derniers mois, avec Barros. Ce genre d'incursion montre clairement que la Russie a entamé la phase 0 de sa guerre contre l'Europe. Cependant, les exemples isolés déjà mentionnés ne font qu'effleurer la surface de ce que la Russie a fait récemment en Europe. La Belgique semble être la dernière cible de la Russie. Le 11 novembre, le Télégraphe a rapporté que depuis 2 semaines, des drones mystérieux survolent les aéroports, bases militaires et centrales nucléaires belges. Les inquiétudes sécuritaires grandissent, car rien ne justifie la présence de ces drones ici. Sauf si quelqu'un cherche à intimider ou à en savoir plus sur les sites les plus sécurisés de Belgique. 5 drones ont survolé la centrale nucléaire de Dole en Belgique le 9 novembre seul. Et la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se sont tous engagés à envoyer leurs unités anti-drones pour aider à résoudre le problème. Ceci est le dernier exemple d'une campagne aérienne concertée qui a débuté. Début septembre, la Russie a envoyé 21 drones en Pologne, forçant le décollage des avions de chasse polonais. L'Estonie déjà évoquée, mais elle est confrontée à des achats étranges. Et, avec le brouillage système de positionnement global, il a géré 3 MiG-31 russes, entrant dans son espace aérien, peu après l'incursion polonaise. Ces avions sont restés 12 minutes et ont ignoré toute tentative de communication. Encore des astuces psychologiques de la Russie, mais aussi une démonstration de puissance militaire russe selon Poutine, parfaitement intégrée à la phase 0. Les incursions continuent d'affluer. Comme le rapporte le Télégraphe, la Suède a commencé, sans surprise, à signaler la présence de drones mystérieux, avant de prendre sa décision de vendre 150 avions de chasse Gripen à l'Ukraine. En octobre au Danemark, la Russie aurait utilisé des drones pour perturber aéroports et infrastructures. La Norvège a aussi subi des perturbations de drones visant ses aéroports. Les installations militaires allemandes sont également devenues des cibles pour les drones, tout comme plusieurs aéroports du pays, et cela continue encore et encore. Des dizaines d'incidents similaires sont signalés en Europe, et un seul pays a vraiment intérêt à causer de telles perturbations. Nous voyons ici la mise en place psychologique, dont Barros parle comme faisant partie de la phase 0, ainsi que la guerre de l'information que la Russie aime mener. La Russie ne revendique pas toutes ces apparitions de drones. Même le Télégraphe souligne qu'aucune preuve ne confirme que la Russie est responsable de ces incidents. Poutine manipule l'Europe, en menant une guerre sur laquelle beaucoup sur le continent ont du mal à s'accorder sur le fait qu'elle est réellement menée. C'est une guerre hybride, en retrait par rapport à la guerre cinétique totale de la phase 1, mais conforme à la phase 0. Certains analystes occidentaux en contact direct avec la Russie comprennent la situation. George Robertson, qui est l'ancien secrétaire général de l'OTAN, en fait partie. Robertson a dirigé l'alliance entre 1999 et 2003, période durant laquelle Poutine est arrivé au pouvoir en Russie. Interviewé par Channel 4 au Royaume-Uni, Robertson exprime clairement sa position sur l'action de la Russie en Europe. La Russie est clairement en guerre contre nous, je n'ai aucun doute là-dessus. Même si nous ne sommes pas en guerre contre eux, ils nous ont clairement déclaré la guerre. Robertson avoue à Channel 4 avoir sans doute trop fait confiance à Poutine lorsqu'il dirigeait l'OTAN. Piotr Pomerantsov, de l'université Johns Hopkins, déclare à Channel 4 qu'il faut du recul pour comprendre les actions réelles de la Russie. Et lorsque vous voyez le schéma général, vous le comprenez. Tous ces petits événements, pris individuellement, peuvent entendre sembler assez mineurs, mais ils font en réalité partie d'une stratégie plus vaste qui s'inscrit dans les objectifs de politique étrangère de la Russie. Ces objectifs consistent à mener une guerre de phase 0 à travers l'Europe en préparation de quelque chose de bien plus important qui pourrait ou non arriver plus tard. D'autres preuves existent. Depuis les sanctions occidentales sur le pétrole russe après l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine a créé une flotte fantôme de vieux pétroliers pour exporter le pétrole, loin du regard vigilant des autorités. Les estimations du nombre de navires dans la flotte diffèrent, ce qui est logique vu sa clandestinité. Cependant, l'Union européenne avait identifié 444 navires de la flotte fantôme à l'été 2025 selon le Centre d'analyse des politiques européennes. Selon Brookings, le dirigeant russe a investi plus de 10 milliards de dollars dans cette flotte en février dernier. Cela montre l'ampleur de la flotte douteuse de navires de Poutine. Beaucoup d'attention est portée sur la façon dont cette flotte aide la Russie à contourner les sanctions. Et c'est bien normal. C'est la fonction principale de la flotte fantôme. Il n'est pas surprenant que des suggestions circulent sur l'utilisation de la flotte par Poutine pour des attaques de phase 0 en Europe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky
l'a déclaré en octobre, d'après The Guardian. Actuellement, les Russes utilisent les pétroliers non seulement pour gagner de l'argent pour la guerre, mais aussi pour des activités de reconnaissance et même de sabotage, a affirmé Zelensky. Pour certains, dont le président ukrainien, la preuve que la Russie est en guerre contre l'Europe est évidente. Zelensky avait souligné que la Grande Guerre cinétique, phase 1, pourrait débuter plus tôt que prévu par l'Europe. Le 13 novembre, The Independent a rapporté que Zelensky a déclaré « Si nous poussons fort, les Russes auront besoin d'une pause concernant la lutte de l'Ukraine contre la Russie. Mais nous devons reconnaître qu'ils veulent une grande guerre. Ils prévoient de déclencher une grande guerre en Europe en 2029 ou 2030. » Si Barros a raison au sujet de la Russie et de la phase 0, Zelensky semble savoir quelque chose que la plupart des Européens ignorent ou refusent d'accepter. La guerre entre la Russie et l'Europe a déjà commencé et pourrait empirer si la phase 0 n'est pas traitée. Plus tôt, nous vous avons demandé de vous souvenir de notre remarque sur le fait que l'Europe semble dormir au volant face à ce que fait la Russie. Alors, est-ce que l'Europe fait vraiment quelque chose pour riposter à la guerre que la Russie a déjà commencée contre Poutine ? Beaucoup de déclarations, mais aucune action. Même si les membres européens de l'OTAN ont promis d'augmenter leurs dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut, ils ont près de 10 ans pour atteindre ce but, selon les directives de l'OTAN. La lenteur de la réaction européenne au conflit donne l'avantage à la Russie, car elle ne réalise pas son implication. En octobre, le journal de la Sécurité nationale a publié un rapport affirmant que l'Europe n'est pas prête pour une guerre longue avec la Russie. Certainement pas à l'échelle de la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Le ministre norvégien des Finances et ex-secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a fait cette déclaration en recevant le prix Chevalier de la Liberté en Pologne. Il a appelé l'Europe à bâtir une défense collective crédible face à la menace russe, estimant que les relations internes et avec l'OTAN sont trop fragmentées pour y parvenir. Barros, il est frustré par la façon dont les nations européennes gèrent ce qu'il considère comme une guerre réelle de la Russie contre l'Europe. Voici quelques conseils pour les membres européens de l'OTAN. Il faut d'abord appeler un chat un chat. Il faut qualifier les actes russes contre les membres de l'OTAN comme des actes de guerre, affirme Barros, à Lietuvos Nacionalinis Radijas, ir Televizija. Le point des analystes de l'Institute for the Study of War est que l'Europe doit se ressaisir et accepter la position dans laquelle elle se trouve actuellement. Ce n'est que lorsque cela sera fait que le continent pourra faire face à la phase 0 du plan de guerre russe, en l'arrêtant potentiellement dans son élan afin que Poutine ne puisse pas mettre en œuvre la première phase. Reste à voir si l'Europe comprendra ce que Barros juge nécessaire. Une chose cependant restera inchangée. La Russie poursuivra ses actes de guerre. Les commandants du Kremlin étaient déjà convaincus que leurs toutes dernières armes de nouvelle génération seraient plus que suffisamment puissantes pour stopper les forces ukrainiennes dans leur élan. Ils avaient complètement tort. Les toutes dernières et meilleures armes de la Russie ont une fois de plus été anéanties en un instant, effacées du champ de bataille, comme tant d'autres avant elles. Le Kremlin continue d'aligner ses atouts, mais l'Ukraine ne cesse de les abattre. Des chars et véhicules blindés au système de défense aérienne et au radar. C'est un signe fort de la puissance de l'Ukraine et du désespoir croissant en Russie, alors que la guerre approche de son 4e anniversaire. Cette dernière nouvelle provenant de la guerre vient directement des forces de défense du sud de l'Ukraine, qui, comme leur nom l'indique, opèrent généralement dans les régions méridionales du pays, telles que Kherson et Zaporizhia. Les forces ont publié un post sur Facebook le 13 novembre révélant le grand nombre de cibles russes qu'elles avaient réussi à éliminer au cours des 24 heures précédentes. Des systèmes de missiles anti-aériens ennemis, Buk M3 et Objekt 9K33 OSA ont été détruits dans le sud au cours de la dernière journée. Les forces du sud de l'Ukraine poursuivent leurs frappes sur les positions ennemies, leurs tirs et l'arrière. Au cours de la dernière journée, les pertes ennemies se sont élevées à 239 occupants. Un char, un système de défense aérienne. Buk M3, un système de missiles anti-aériens. Objekt 9K33, OSA 4 systèmes d'artillerie. 22 unités de matériel automobile. 2 systèmes de guerre électronique. Une station radar. Un quad. 5 motos. Un buggy. 3 trottinettes électriques. Une unité de matériel de génie. 3 antennes de communication. Détruit. 37 personnels abris. Les unités de défense aérienne du groupe de forces sud ont détruit 30 drones d'attaque, Shahed 136-131. Les opérations de combat sont en cours.
C'est un nombre incroyable de cibles neutralisées en une seule journée, et chacune d'entre elles mérite d'être célébrée. Il est très encourageant de voir l'Ukraine neutraliser des systèmes d'artillerie russes, souvent utilisés pour bombarder les troupes et postes de commandement sur la ligne de front, ainsi qu'une station radar et des systèmes de guerre électroniques, qui sont tous deux devenus des équipements si importants et essentiels dans cette guerre. Un autre char russe éliminé, c'est une bonne nouvelle de plus qui s'ajoute aux milliers d'autres chars que les forces ukrainiennes ont réussi à détruire au cours du conflit jusqu'à présent. Et avec près de 240 soldats également éliminés. Les recruteurs russes devront redoubler d'efforts pour convaincre davantage de compatriotes de s'engager dans la machine à broyer. Cependant, parmi tous les équipements impressionnants de cette liste, 2 d'entre eux se distinguent comme étant sans doute plus importants que tous les autres. Les systèmes de défense aérienne, Buk M3 et OLSA, ne sont pas de simples défenses ordinaires. Ce sont 2 des meilleurs systèmes de la Russie, en particulier le Buk M3, qui coûte des dizaines de millions de dollars à fabriquer. C'est la version la plus récente et théoriquement la plus performante de la famille Buk de missiles solaires à moyenne portée. Les premiers Buk remontent à l'époque de l'Union soviétique. Plusieurs variantes ont vu le jour au fil des décennies, depuis l'entrée en service du Buk original, au début des années 1980. Notamment le Buk M1, le Buk M1-2 et le Buk M2. Le M3 reprend les bases de ses prédécesseurs et intègre une technologie plus moderne et avancée. Il a été développé dans les années 2010 et est entré en service en 2016, apportant de nombreux avantages en termes de portée, de vitesse des missiles et de vitesse maximale des cibles. Parmi ces caractéristiques techniques les plus impressionnantes, on trouve une portée allant de 16 à 435 miles, une plage d'altitude allant de 49 à 114 829 pieds, et une vitesse maximale de cible de Mach 88, soit 6700 miles par heure. D'après les tests et données réelles, un Buk M3 a 95% de chances de toucher un avion ennemi. Taux de réussite de 70% contre les missiles balistiques et 80% contre les missiles de croisière entrants. Il résiste mieux aux contre-mesures électroniques et aux cibles agiles que de nombreux autres systèmes de défense aérienne, y compris les anciens Buk, et ces missiles atteignent Mach 4,6 ou 3500 miles par heure, manœuvrant dans les airs grâce à des gouvernes aérodynamiques et réactives, pour atteindre leur cible avec une précision chirurgicale. Les sources russes, elles, affirment que ce système est assez performant pour neutraliser les missiles américains MGM-140 parmi les meilleurs balistiques mondiaux. Il est important de noter que cela n'a jamais réellement été prouvé, mais il ne fait aucun doute que le Buk M3 est un matériel puissant et impressionnant à bien des égards. C'est en partie pourquoi sa fabrication est si coûteuse, avec un prix moyen d'environ 45 millions de dollars par système. Chaque système comprend généralement un véhicule de commandement et un véhicule radar d'acquisition pour recueillir des renseignements sur les cibles entrantes. 6 véhicules de transport, d'érection, de lancement, de radar et 3 véhicules, transporteurs, érecteurs, lanceurs, transporteurs, érecteurs, lanceurs. Malgré son prix élevé et ses spécifications haut de gamme, le Buk M3 n'a pas été une cible difficile à éliminer pour les forces ukrainiennes. Outre la récente destruction confirmée dans le sud de l'Ukraine, d'autres rapports antérieurs mentionnent ces systèmes endommagés ou détruits par des drones ukrainiens. Il y a quelques semaines, des rapports ont mentionné que les forces spéciales ukrainiennes collaboraient avec le mouvement de résistance russe Chornia Iskru, signifiant « étincelle noire », pour mener une attaque transfrontalière qui a également détruit un autre système de défense aérienne, Buk M3, dans la région russe de Rostov, juste au-delà de la frontière ukrainienne à l'est. L'un des principaux systèmes radars de la Russie, le Nebo-U, a également été endommagé lors de l'attaque, avec un rapport complet et détaillé, partagé une fois de plus sur Facebook, via le compte officiel du commandement des forces d'opération spéciales des forces armées ukrainiennes. Les forces d'opération spéciales ont détruit le dernier Buk M3 et frappé le radar Nebo-U des Russes. Dans la nuit du 28 septembre, les forces d'opération spéciales d'Ukraine, en coopération avec le mouvement insurrectionnel dans la Fédération de Russie, Chornia Iskra, a mené des opérations spéciales au cours desquelles 2 éléments essentiels du système de défense aérienne ennemi ont été neutralisés. Dans la région de Rostov, le système de missiles Buk M3 et le radar Nebo-U ont été réduits à l'état de ferraille.
Le coût de chacun de ces complexes se chiffre à plusieurs centaines de millions de dollars. Le Buk M3 atteint des cibles à 80 km et le Nebohu détecte des chasseurs jusqu'à 400 km. Les deux systèmes représentaient une grande menace pour l'aviation de combat ukrainienne dans la zone du front et gênaient les frappes en profondeur de l'Ukraine. Mais ces complexes en particulier ne seront plus disponibles. Comme le note le Post, des systèmes comme le Buk M3 sont tellement précieux pour la Russie. Concernant la privation des forces ukrainiennes de la capacité de mener des attaques cruciales loin au-delà de la frontière, dans les régions russes. Ces attaques, ciblant récemment des infrastructures de capture de carburant et de pétrole, sont probablement le moyen le plus efficace de nuire au Kremlin et de potentiellement arrêter la guerre. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, l'a même admis dans un discours en septembre lorsqu'il a déclaré « Les sanctions les plus efficaces, celles qui fonctionnent le plus rapidement, ce sont les incendies dans les raffineries de pétrole russe, ces terminaux, ces dépôts de pétrole. Nous avons fortement limité l'industrie pétrolière russe, ce qui limite aussi la guerre. Mais ces sanctions évoquées par Volodymyr Zelensky ne sont possibles que tant que la Russie ne possède pas les défenses aériennes pour protéger son industrie pétrolière. C'est pourquoi, en plus de se concentrer sur des cibles comme les oléoducs, les raffineries et les stations de pompage, les forces ukrainiennes ne peuvent pas négliger l'importance d'identifier et de frapper également des cibles comme les Buk M3 et les stations radar Nebohu. Heureusement, l'Ukraine semble pleinement consciente de ce fait et, jusqu'à présent, fait un travail remarquable pour localiser et éliminer les défenses aériennes russes où qu'elles se trouvent. Par exemple, en plus du Buk M3, les forces du Sud ont également mentionné avoir éliminé un autre système de défense aérienne russe, le OLSA, également connu sous le nom de GCO ou d'Optiozo ASP. Le 9K-33 OLSA est parmi les plus anciens missiles solaires russes. Développé en Union soviétique dans les années 1960, il a été déployé pour la première fois en 1972. Cependant, bien qu'il soit plus ancien que des systèmes comme le Buk M3, il est loin d'être obsolète ou dépassé et il a encore beaucoup de valeur à offrir. C'était une première mondiale lors de son lancement initial, étant le premier système de missiles de défense aérienne mobile à intégrer ses propres radars d'engagement. Tout cela sur un seul véhicule. Et bien qu'il y ait eu différentes versions de ce système au fil des années, elles disposent toutes de véhicules tout en un, capables de détecter, suivre et intercepter des aéronefs ennemis, soit de manière autonome, soit avec l'aide de radars de surveillance supplémentaires. Grâce à cela, les systèmes GSA sont réputés pour leur mobilité, car ils ne nécessitent qu'un seul véhicule, au lieu de plusieurs éléments séparés. Ils peuvent parcourir jusqu'à environ 500 km, soit 310 miles d'une seule traite, et sont à la fois entièrement amphibies et transportables par voie aérienne. Ils atteignent des vitesses maximales de 80 km/h, soit 50 miles par heure sur Terre, ou de 8 km/h, soit 5 miles par heure dans l'eau. Chaque système utilise 9 missiles M33 qui mesurent plus de 3 mètres de long, soit plus de 10 pieds, et possèdent des ogives pesant 15 kg, soit 33 livres. Ils ont une portée opérationnelle allant jusqu'à 150 km et peuvent atteindre des altitudes de 12 000 mètres, soit 39 000 pieds, avec des vitesses de pointe allant jusqu'à Mach 29, soit environ 1020 mètres par seconde. Les systèmes OSASAM ont servi dans divers conflits. Guerre du Liban, 1982 guerre du Golfe, 1991 guerre russo-géorgienne, 2008 guerre civile au Yémen et en Ukraine. Le Buk M3 propose une portée et des vitesses de missiles supérieures. Le Object 9K-33 aux arrestes essentiels dans l'armée russe, offrant une couverture rapprochée aux forces terrestres et aux actifs au sol contre les menaces de basse à moyenne altitude. Certaines des variantes les plus avancées et modernisées sont également déployées en première ligne pour défendre les formations et les nœuds logistiques. Cependant, comme pour les Buk M3, les forces ukrainiennes ont manifestement découvert comment viser les faiblesses de l'Olsa. La Russie aurait perdu au moins 32 de ses systèmes de missiles depuis le début de la guerre, ainsi que le plus récent détruit dans le sud de l'Ukraine. Un autre Olsa aurait été détruit il y a quelques jours lors d'une opération conjointe de la marine ukrainienne et de la garde nationale. Selon un rapport de la marine du 29 octobre, les opérateurs de drones du corps des marines ukrainiens
ont d'abord détecté et suivi le système de défense aérienne, avant qu'une unité distincte de la garde nationale n'effectue une frappe finale, l'effaçant de la carte. Des images de l'attaque ont également été partagées en ligne, révélant comment les forces russes ont tenté de dissimuler l'OSA dans une rangée d'arbres. Mais leur cachette n'était pas assez bonne pour échapper à la détection et à la destruction par les drones ukrainiens. L'Ukraine a mené une véritable offensive ces derniers jours, en ce qui concerne la localisation et la destruction des défenses aériennes ennemies. Outre les incidents déjà cités, les forces de Kiev ont aussi fêté la destruction d'un autre Buk M3 fin octobre, grâce aux efforts inspirants de la brigade Tchornilis, ou brigade de la Forêt Noire. Selon l'état-major général ukrainien sur Telegram, les éclaireurs de la brigade de la Forêt Noire ont localisé et ciblé un autre système russe de missiles anti-aériens. Le système de défense aérienne touché coûte 45 millions de dollars. Le combat continue, avec des preuves vidéo de l'attaque publiées. Et une fois de plus, il semble que les Russes aient fait de leur mieux pour dissimuler leur défense aérienne parmi les arbres, espérant que les drones ukrainiens pourraient les manquer. Encore une fois, ils ont eu tort, dans les airs surplombant le paysage. Les opérateurs de drones ukrainiens repèrent aisément des cibles importantes comme les batteries de défense aérienne et plateformes de lancement de missiles, même si les troupes russes tentent de les dissimuler. Et ils continueront à trouver et à détruire ces équipements, laissant le Kremlin avec des dizaines de millions de dollars de ferraille fumante, encore et encore. Quelques jours avant cette attaque signalée, un autre Buk M3 avait été détruit, ainsi que quelques radars de surveillance Nebo SVU qui étaient situés dans les régions occupées de Zaporizhia, Kherson et Crimée. Cette fois, la direction principale du renseignement d'Ukraine, également connue sous le nom de direction principale du renseignement, était responsable de rapporter ce qui s'était passé via son compte officiel Telegram, en écrivant « Encore un joli butin. Les 23 et 24 octobre 2025, les maîtres du département des opérations actives du direction principale du renseignement du ministère de la Défense d'Ukraine ont découvert et détruit 3 systèmes de défense aérienne, coûteux de l'armée d'occupation russe. Un système de tir automoteur Buk M3 et 2 radars IL-119 Nebo SVU. Les systèmes de défense aérienne des moscovites ont été éliminés dans les territoires temporairement occupés des régions de Zaporizhia, de Kherson et de la République autonome de Crimée. Des images de drones de l'attaque, diffusées en ligne, montrent l'impact, ses conséquences, et confirment la destruction totale des 2 installations radars. En plus, le lanceur Buk M3. Les opérateurs ukrainiens ne s'attaquent pas seulement aux Buk et aux Olsa. Les systèmes de défense aérienne et de missiles haut de gamme russes restent vulnérables aux essaims et frappes précises de Kiev. En effet, début octobre, les forces spéciales ukrainiennes ont réussi à détruire l'un des lanceurs S-400 Triumph de la Russie, ainsi qu'un dépôt de munitions appartenant à la 18e armée en Crimée occupée. Le système de défense anti-aérienne S-400 est un autre des atouts les plus précieux du Kremlin, conçu dans les années 1990 pour succéder au missile S-300. Le S-400 est en service depuis 2007. Et bien qu'il ait depuis été remplacé par le tout récent S-500, il reste l'un des éléments les plus fiables du réseau de défense aérienne russe, ainsi que l'un des plus coûteux, une batterie complète, et ses missiles de réserve coûtant environ 500 millions de dollars au total. Le Kremlin a largement utilisé les S-400 durant la guerre, les déployant dans les territoires occupés et sur son sol, pour protéger des positions clés en première ligne et des infrastructures stratégiques. Cependant, bien que les responsables du Kremlin les considèrent comme faisant partie des meilleures défenses aériennes au monde, plusieurs ont été détruits récemment par des drones ukrainiens. Le dernier aurait été stationné près d'Yevpatoria, dans l'ouest de la Crimée, et des images en vue subjective montrent des drones ukrainiens repérer le lanceur S-400 avant de foncer directement dessus. D'autres images montrent un autre drone frappant le toit d'un dépôt de munitions présumé à Simferopol, dans le sud de la Crimée. Ce qui rend ces incidents encore plus impressionnants, c'est que l'Ukraine parvient d'une manière ou d'une autre à mener à bien ces attaques dévastatrices. Tout cela alors qu'elle subit des bombardements quasi constants de missiles et de drones russes, ainsi que des assauts sur la ligne de front. En fait, le même jour où ils ont signalé la destruction récente des systèmes russes Buk M3 et Objekt 9K33, OSA, les forces de défense du sud de l'Ukraine ont publié un second rapport, soulignant le nombre élevé d'affrontements, frappes aériennes et attaques de drones kamikazes dans le sud du pays.
La situation dans le sud de l'Ukraine reste difficile. Au cours de la dernière journée, l'ennemi a presque continuellement attaqué les régions du sud, avec des drones Shahed 100, 3630 et un lançant 2 frappes de missiles sur la région d'Odessa, ainsi que 2 frappes aériennes, utilisant 7 bombes aériennes modifiées. 28 affrontements ont eu lieu ces 24 dernières heures dans la direction d'Alexandrivka. Les forces de défense ont repoussé 15 attaques contre les positions de nos troupes. Les soldats ukrainiens ont repoussé 6 attaques ennemies vers Rouliaïpil. Dans la direction d'Ourakiv, les troupes d'invasion ont attaqué les positions de nos défenseurs à 5 reprises. Près du Dniepr, l'ennemi a mené 2 attaques dans la zone du groupe de forces sud. Au cours des dernières 24 heures, l'ennemi a utilisé environ 1360 drones kamikazes de différentes modifications et a effectué environ 240 largages depuis des drones, utilisant 269 munitions. Les occupants continuent donc de bombarder à l'artillerie les positions de nos défenseurs. Au cours de la dernière journée, 475 bombardements ont été enregistrés, utilisant plus de 1870 obus. Ainsi, non seulement les forces ukrainiennes parviennent d'une manière ou d'une autre à résister à ces attaques intenses et incessantes, mais elles trouvent aussi les ressources et les occasions de riposter. Et tandis que de nombreux drones russes sont abattus par les excellentes défenses aériennes de l'Ukraine, s'écrasant sans danger au sol avant même de s'approcher de leur cible, les drones ukrainiens semblent accomplir un travail bien plus efficace pour localiser et anéantir leurs objectifs. En détruisant davantage de systèmes de défense aérienne et de radars russes coûteux, de nouvelles brèches s'ouvriront sur le territoire ennemi. Les drones et les missiles pourront alors traverser ces brèches, frapper d'autres cibles et semer encore plus de chaos pour le Kremlin. En bref, chaque frappe réussie rend la prochaine attaque encore plus facile, puisqu'il y a moins de défense à craindre. Et si l'Ukraine parvient à maintenir cet élan, la Russie pourrait bientôt se retrouver dangereusement, à court de systèmes de défense aérienne, laissant d'innombrables régions, villes, cités et positions en première ligne, totalement exposées, et complètement sans défense. Regardez cette vidéo pour comprendre comment les défenses aériennes russes ont échoué face aux frappes de drones ukrainiens. Ou regardez celle-ci pour voir comment même Vladimir Poutine commence à devenir craintif et agité, alors que les drones ukrainiens se rapprochent de plus en plus de sa forteresse à Moscou. Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne, afin de rester informé et à jour sur toutes les dernières nouvelles de dernière minute, et les principaux développements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que d'autres conflits majeurs dans le monde.